Ok, bon, bonjour tout le monde. L'idée de ce séminaire, c'est que face aux évolutions des 10-15 dernières années pour les écoles de commerce en France et celles qui sont à venir et dont on a un peu discuté ces dernières semaines et notamment dans la convention, j'ai fait la proposition de revenir un peu sur l'histoire des écoles de commerce et de regarder en France et à l'étranger quand ont émergé leurs principales caractéristiques. Donc, de manière un peu caricaturale, j'ai fait ça par décennie, hein, mais c'est évidemment pas aussi simple que ça. Mais à quel moment les écoles de commerce émergent en France et pourquoi est-ce qu'elles émergent dans les chambres de commerce? Ça, c'est l'objet de la première séance. On verra aussi à quel moment elles entrent à l'université. L'idée, c'est aussi de voir à quel moment elle s'internationalise, à quel moment la recherche devient une nécessité, à quel moment les classements deviennent importants, à quel moment les accréditations deviennent importantes, et comme ça de retracer un peu historiquement, mais rapidement, les principales caractéristiques. Donc c'est forcément partiel et partial et un petit peu sélectif, mais au travers de ce séminaire, on regardera l'ensemble des caractéristiques. Et après, on verra dans nos échanges et dans les idées que ça peut inspirer, qu'en faire et en quoi ça peut nous aider de savoir ça. Mais l'idée était vraiment de nous donner un socle commun sur notre histoire et l'histoire de nos institutions. Alors, aujourd'hui, on va parler, on va remonter jusqu'au 19e siècle pour la première séance, mais après, on verra qu'on on ira jusqu'à la décennie en cours et on parlera peut-être un peu rapidement de la décennie à venir. Voilà pour le contenu global du séminaire. Donc là, ma question de cette première séance, elle est à la fois simple et un peu nébuleuse, c'est d'où viennent les ESC, donc d'où viennent les écoles supérieures de commerce. Alors, je vais faire un panorama rapide de cette histoire-là, et puis après, vous poserez les questions, vous réagirez absolument librement. Ce qu'il faut voir, c'est que bon, le besoin d'écoles de commerce, ça émerge après la Révolution française, de l'émergence d'une nouvelle élite, d'une bourgeoisie industrielle et commerçante, et puis en France, d'une progressive complexification du commerce avec à la fois des avancées technologiques. On est avant la révolution, la seconde révolution industrielle, mais quand même des avancées technologiques et puis des ouvertures sur l'étranger. Et donc, il va y avoir petit à petit un besoin de formation un peu spécifique. Alors, elles sont délivrées de manière un peu découplé et désorganisé au regard de ce que sera une école de commerce, mais il faut apprendre un peu de design industriel, hein, donc de dessin industriel, de conception, d'ingénierie. Il faut des langues vivantes pour pouvoir commercer avec l'étranger. Et ça, c'était en germe depuis quelque temps, hein, chez les grands marchands lombards et toscans, ou dans le sud de l'Allemagne ou aux Pays-Bas. Il y avait déjà des formations en interne sur certains aspects qui, eux, avaient théorisé. Ça commence vraiment avec la comptabilité, la tenue de livres, mais ça va aller plus loin jusqu'aux questions bancaires, aux questions de négociation autour des comptoirs. Pour autant, l'idée est vraiment de se tenir loin de l'école. Et je reviendrai là-dessus parce que je pense que c'est un aspect central de l'émergence des écoles de commerce en France. C'est que même si on veut un enseignement scolaire au sens d'organisé, structuré et cohérent, on veut quand même l'éloigner de l'école. On veut que ça se fasse dans un contexte spécifique. Les écoles de commerce en France, elles émergent au travers de 3 vagues de création. Alors, j'extrais le SCP de ces vagues-là, parce que le SCP arrive très tôt, hein, en 1819, sous le nom à la base d'école spéciale de commerce et d'industrie, qui se veut l'articulation entre la théorie et la pratique de toutes ces formations qui sont un peu éparses,
Dans un rapport de 1898, il est dit que le programme, outre une série de connaissances vraiment commerciales, comme la tenue de livres, l'étude d'échange et arbitrage, la correspondance commerciale, l'étude des matières premières du commerce, le droit commercial, la géométrie commerciale, les langues étrangères, l'arithmétique appliquée, etc., comportait une partie essentiellement industrielle, comme la géométrie, la mécanique, le dessin, la physique appliquée à l'industrie, la chimie minérale et organique, la technologie. Donc on est vraiment sur une école spéciale de commerce et d'industrie, avec l'idée de former aux deux. Cette école qui est le SCP, enfin, qui va devenir très vite le SCP, et ça va être un motif récurrent dans les business schools françaises, vraiment le fruit de l'activisme de deux ou trois personnes, Brodard et Legray en l'occurrence, qui vont faire du lobbying auprès de la Chambre de commerce pour essayer de mobiliser des ressources. Il faut savoir que la Chambre de commerce est peu impliquée au début et que les débuts de l'ESCP vont être très incertains et ça ne sera réellement stabilisé que quand la Chambre de commerce reprendra vraiment l'ESCP en 1869 et stabilisera sa structure, ses financements, ses ressources, etc. La vraie première vague de création, au sens où plusieurs écoles émergent, elle commence en 1871 et elle va se clore en 1874. Et là, on est vraiment sur, et je ne dis pas ça de manière corporate, mais on est vraiment sur l'entrepreneuriat éducatif des frères Siegfried, donc de Jules qui sera plutôt dans la partie politique et Jacques qui sera vraiment dans la partie éducative, qui sont de Mulhouse à la base, qui appartiennent à ce que une historienne a appelé la fraction montante de la bourgeoisie commerciale locale, hein, donc ils ne font pas partie du sérail, qui sont plutôt sur la soie et des tisserands, et eux se sont enrichis dans le commerce du coton avec les États-Unis pendant la guerre de sécession. Donc ils font leur famille et dans le coton font fortune ça, et eux voient avec notamment l'arrivée d'un accord de libre-échange entre la France et l'Angleterre en 1860, ils voient arriver énormément de produits importés d'Angleterre qui leur font directement concurrence. Et surtout, ils voient des Anglais et même dans d'autres pays, des commerçants beaucoup mieux formés que les Français. Ils s'en inquiètent. Donc, en 1865, ils vont aller devant la Société industrielle de Mulhouse en disant on a besoin d'une école de commerce. Ils vont même faire un don de 100 000 francs, qui, je crois, si mes chiffres sont corrects, est quasiment un tiers de sa dotation de fondation. Hein. Donc, ils mettent l'argent pour la création. Et l'année suivante, elle ouvre donc en 1866 à Mulhouse. Elle fermera en 1871 avec l'invasion de l'Allemagne en Alsace-Lorraine, mais le projet entrepreneurial éducatif des Siegfried ne s'arrête pas là. Alors, Jacques Siegfried voyage beaucoup pour le commerce et il constate à l'étranger qu'il y a des formations qui existent et qu'elles donnent une assise internationale aux négociants et aux jeunes négociants que lui rencontre. Et donc, il en revient avec l'idée que même si l'école de Mulhouse a dû fermer, maintenant qu'ils vont avoir une implantation normande, il faut la même chose. Il le dit dans le beau livre qu'on a édité à l'école pour les 150 ans de l'EM Normandie. Il dit il veut une école seule, une école sœur de celle de Mulhouse. Et ça va être d'autant plus facilité que son frère, donc Jules, a été élu à la mairie du Havre en 1871. Donc, à eux deux, ils vont pouvoir faire levier et négocier avec la Chambre de commerce du Havre pour ouvrir une école de commerce sur le modèle de ce qui avait été fait à Mulhouse, qui était déjà inspiré de celle d'Anvers, hein, les modèles transit. Une école ouvrira à Rouen l'année suivante, 1867, mais elle s'arrêtera après à peine quelques mois, même si le conseil municipal de la ville soutenait. Jacques Siegfried ne s'arrête pas là, hein, il va continuer, il va aller contribuer à la fondation de l'École libre des sciences politiques, qui est l'ancêtre de Sciences Po, en 1872. Il va être mobilisé dans le projet de création d'HEC, sur lequel je reviendrai rapidement, et il va aussi se rendre compte de l'importance des anciens, et il va fonder ce qui pourrait être la première association des alumni en France, puisqu'il fonde l'Union des associations d'anciens élèves des ESC, inspiré notamment par les réseaux puissants des anciens de Centrale ou de Polytechnique, par exemple.
La vague de création continue. On a l'ESC Lyon qui hérite de beaucoup des professeurs de Mulhouse, hein, qui fuient l'invasion, qui ouvre la même année. Marseille aussi, Bordeaux en 1874, et souvent avec ce même rapport de force locaux de quelques entrepreneurs, quelques bourgeois industriels qui font levier avec la chambre de commerce pour créer des écoles supérieures de commerce. Ce début est pas du tout simple parce qu'en fait, l'intuition des créateurs sera confirmée plus tard, mais dans un premier temps, ça intéresse pas grand monde. Et une partie de ces écoles vont avoir soit leurs effectifs qui vont grandement baisser, soit vont fermer complètement, hein. Rouen va fermer à peine quelques années après sa création. Tout ça est aussi perturbé par la création d'HEC. Alors, dès le début, l'idée d'une école de haute étude commerciale et l'idée d'avoir quelque chose de supérieur aux écoles de commerce existantes. Comme le dit une des personnes qui milite dans cette création, la future école des HEC est pensée comme supérieure aux écoles supérieures de commerce déjà existantes, qui relèveraient d'un degré moyen, tandis que les écoles des HEC relèveraient d'un degré supérieur. Alors, comment est-ce qu'ils font pour s'assurer qu'ils seront d'un degré supérieur? Ils vont exiger le baccalauréat à l'entrée, ce qui n'est pas le cas des autres écoles, et ils vont demander des frais de scolarité 2 à 3 fois plus élevés que les autres écoles, ce qui mécaniquement va leur donner une population qui aura une sociologie différente. HEC se crée vraiment en se démarquant des autres ESC, hein. Donc il y a vraiment une volonté dès le début dans la création d'HEC, y compris de l'ESCP, hein, donc au sein de la Chambre de commerce de Paris, il y a une volonté de démarcation. Ceci dit, après cette première vague, à partir de 1874, ça patine un peu et les écoles ont du mal à assurer leur financement, à stabiliser leur recrutement, et on va en voir qui périclitent, voire qui ferment. La deuxième vague de création, c'est 1889-1902. Et alors là, ce qui est intéressant, et c'est très politique, en 1889, la loi Fraissinet rend obligatoire un service militaire de 3 ans. Mais à l'intérieur de cette loi, il y a une dispense de 2 ans pour les diplômés de certaines formations. Or, à ce moment-là, Jules Siegfried, qui était maire du Havre, est maintenant député. Et il deviendra même ministre en 1892-93. Mais il est député et donc il réussit à faire intégrer, notamment sur une suggestion de son frère, que les écoles de commerce fassent partie de cette dispense de 2 ans. La condition, ça va être qu'il y ait une reconnaissance par l'État, et donc on va avoir l'État qui va commencer à rentrer dans le jeu. Et donc il y a un décret de 1890 qui va organiser un conseil supérieur de l'enseignement technique qui va être un peu regardant sur les épreuves de concours, notamment les places disponibles dans une certaine mesure, un examen sur le contenu des programmes, une validation des nominations des professeurs et des directeurs. Donc en 1890, il y a une poignée d'établissements qui sont reconnus, HEC, le SCP, et les ESC Bordeaux, Havre, Lyon et Marseille. Et donc là, on a un avantage concurrentiel qui est que si vous entrez dans ces écoles, vous avez 2 années de service militaire en moins sur un service militaire de 3 ans. Et donc, ça va créer un appel d'air en termes d'étudiants. Et il se trouve qu'en plus, l'économie française se porte mieux à ce moment-là. Et donc, ces écoles vont remonter et on va avoir une deuxième vague de création. Lille en 1892, Rouen va réouvrir en 1895, Nancy en 1896, Montpellier en 1897, Nantes, Dijon et Alger en 1890, Toulouse en 1902. Donc vous voyez là, on commence à voir le paysage des écoles de commerce actuelles émerger. Et sur le modèle des autres, les chambres de commerce sont toujours extrêmement impliquées. Tout ça va s'arrêter en 1905 quand une nouvelle loi supprime l'avantage relatif au service militaire. Et là, d'un coup, les effectifs se contractent. Et c'est à ce moment-là, et vous voyez que ça va expliquer déjà quelque chose qui est en place aujourd'hui, l'école de commerce de Nancy n'a plus assez d'effectifs et donc va se trouver transférée à l'université. Alors, on reviendra plus tard sur la question des IAE, mais ça explique en partie pourquoi est-ce qu'à Nancy, on a un modèle qui est différent.
La Première Guerre mondiale arrive, 1914, donc là, les jeunes hommes partent au combat, ce qui crée encore plus un trou dans les effectifs. Et c'est là que certaines écoles se disent, on va s'ouvrir aux jeunes filles, comme ils le disent à l'époque. Donc il y a quelques écoles et il y a, il y a quelques personnes qui ont vraiment fait énormément pour que les femmes aient accès à l'enseignement supérieur de commerce. Et j'en parlerai dans une autre séance, mais la plupart des écoles l'ont fait par opportunisme, parce qu'il n'y a plus de candidats masculins, et donc ils ouvrent leurs portes aux candidates femmes. Dijon en 1916, Marseille en 1917, Lille en 1919, ce qui permet d'avoir des étudiants en plus. La troisième vague de création des ESC, c'est vraiment l'après-guerre, hein, les années folles, où on va avoir le retour des soldats, la reprise économique, et donc on va avoir des nouvelles écoles qui arrivent, Clermont et Strasbourg en 1919, Reims en 1928. Alors, vu qu'il commence à y avoir beaucoup d'écoles de commerce, il y a un décret en 1921 qui essaye d'organiser un peu ça, notamment le système de délivrance des certificats et des diplômes. Et puisque le gouvernement institutionnalise un enseignement technique, il y a aussi la création d'une taxe en 1925 pour financer les formations techniques, donc les écoles de commerce font partie grandement, c'est la taxe professionnelle. Ceci dit, le financement des écoles de commerce reste extrêmement précaire à ce moment-là. Elles n'ont pas d'aide de l'État et, pour certaines, assez peu de soutien des chambres de commerce. Même si c'était les lieux de création, ça ne veut pas dire qu'elles les subventionnaient à la hauteur de ce que ce sera plus tard. Donc, en gros, il y a les frais de scolarité et la taxe professionnelle qui alimentent les budgets. Et en plus, ces écoles ont une mauvaise réputation. Comme le dit Marianne Blanchard, qui a beaucoup écrit sur l'histoire des écoles de commerce, et elle cite à cette époque « Ceux qui y entrent, dit-on, n'ont pas pu faire autre chose ». Donc l'image des écoles de commerce à ce stade, après les 3 vagues de création, est encore assez précaire. Ça se stabilisera entre les années 30 et les années 60, donc ça, ce sera l'objet des prochaines séances. Je vais pas couvrir ça tout de suite. Là, je voulais vraiment examiner les 3 vagues de création. Ceci dit, il y a dans ces créations un certain nombre d'aspects qui vont rester importants pour comprendre les écoles de commerce aujourd'hui en France. Premièrement, l'importance des chambres de commerce et plus tard des chambres de commerce et d'industrie, et donc leur ancrage régional, local. Il s'agit vraiment de former pour les besoins des industries, des commerces et du tissu économique local. Et ça va être entériné en 1898. Il va y avoir une loi qui va autoriser les chambres de commerce et d'industrie à pouvoir créer des écoles de commerce, les fonder, les administrer, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles, comme dit la loi. Donc, dès la fin du 19e siècle, en France, on décide que le principal modèle de création des écoles de commerce sera la chambre de commerce, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, on le verra dans la 3e ou la 4e séance, et ce sera valide jusqu'aux années 60, où petit à petit, on verra que la gestion rentre à l'université. Un deuxième aspect qui était une deuxième caractéristique, c'est le concours, c'est-à-dire que le recrutement des étudiants se fait sur concours, sur épreuves compétitives, sur classement, alors avec une tension qui existe encore aujourd'hui pour certaines écoles, qui est que l'école vivant des frais de scolarité, à un moment, et c'est pour ça que l'État s'en mêle dans la seconde moitié du 19e siècle, c'est qu'il y a des concours qui deviennent très légers puisque les écoles n'arrivent pas à recruter. Donc le concours, à cette époque, est déjà une question de comment est-ce qu'on recrute les meilleurs candidats, et en même temps, comment est-ce qu'on recrute suffisamment de candidats. Troisième caractéristique qui va durer, c'est la structure du financement. Donc on est sur évidemment les frais de scolarité pour la plupart d'entre eux, des dotations des fondateurs, un apport des chambres de commerce
ou en tout cas un soutien pour certaines ressources, et une taxe professionnelle qui vient alimenter le financement. Encore une fois, si le modèle avait été différent, comme on verra le cas de la Harvard Business School ou le cas de la Saïd Business School pour l'Université d'Oxford, si vous êtes adossé à une structure existante qu'est l'université, vous n'avez pas les mêmes problèmes de ressources et de financement. Donc, cette structure de financement-là vient vraiment de la création des écoles de commerce au 19e siècle. Et deux questions sont en germe et je pense qu'elles se posent encore aujourd'hui et c'est intéressant de le voir. Il y a vraiment un scepticisme à la création des écoles de commerce en France qui est peut-on enseigner la gestion, hein, et en a-t-on quelque part vraiment besoin et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans pour l'alimenter, hein, en France très tôt, et alors pour des raisons sociologiques et politiques que je ne couvrirai pas ici, mais on s'éloigne des humanités, de la culture générale, de la philosophie, de la littérature. On intégrera dans les formations de commerce des arts, mais que dans un ethos bourgeois, c'est-à-dire pour en faire des hommes du monde accomplis, comme j'ai trouvé dans un des documents. Et il se trouve que cette bourgeoisie industrielle du 19e siècle est plutôt sceptique de l'université, de l'enseignement qu'on peut y avoir. Et Jacques Siegfried lui-même déplore dans un rapport qu'il écrit en 1870 sur les écoles de commerce, il dit « On dirait que chez nous, on en est encore à penser que le commerce est si peu de choses qu'il n'est besoin d'y préparer personne. » Bon, j'ai l'impression que si on remplace commerce par management, on a un certain nombre de personnes encore aujourd'hui qui se demandent si le management est quelque chose qui s'apprend. Alors, ceci dit, les frères Siegfried militent quand même contre ces a priori. Malheureusement, l'intuition qu'il y a un scepticisme est extrêmement confirmée, puisque après la première vague de création, ils vont peiner à trouver des étudiants pour leur structure. Et comme il est dit dans le beau livre qui a été édité pour l'anniversaire, pour les 150 ans de l'EM Normandie, il y dit, page 20, l'idée même d'une école de commerce peut paraître incongrue, et certains d'ailleurs s'y opposent. On apprend son métier de commerçant sur le tas. Et donc lui-même se méfie de cette idée qu'on pourrait apprendre purement par la pratique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut un enseignement théorique? Pas nécessairement, et c'est la deuxième question qui est encore extrêmement présente aujourd'hui. Est-ce qu'il faut de la théorie pour la pratique? Alors les frères Siegfried disent oui, il faut de la théorie, et d'ailleurs il faut l'articuler à la pratique, donc il faut que la théorie soit utile pour la pratique. Donc par exemple, on va avoir des langues vivantes, qui était quelque chose qui n'était pas particulièrement prisé à l'époque, mais les langues vivantes, c'est un savoir qui est utile pour le futur commerçant international. Alors eux, dès le début, dès leur rapport sur la société industrielle de Mulhouse, mais c'est aussi une stratégie politique, ils veulent se démarquer de ce qu'ils appellent les cours trop théoriques de l'ESCP. Et veulent, alors ils mettent en place, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quelque chose d'intéressant qui est un bureau commercial, c'est-à-dire que les étudiants vont s'entraîner toute l'année à tenir un bureau commercial avec des négociations, de la comptabilité, des taux de change, et ils vont travailler en groupe. Donc on retrouve déjà des méthodes d'enseignement qu'on a encore aujourd'hui. Et ils vont essayer de donner un enseignement théorique, mais cet enseignement théorique se devra d'être assujetti à la pratique. Il le dit, et je cite à nouveau le livre des 150 ans de l'EM Normandie, « La défaite de 1871 sert de détonateur. Je décide de créer une école supérieure de commerce au Havre. En conservant les principes essentiels de la pédagogie que nous avons instaurés à Mulhouse, mon frère et moi, un enseignement complet et concret, un bon équilibre entre théorie et pratique afin que nos diplômés puissent embrasser directement la profession. » Donc vous voyez qu'on veut de la théorie, mais de la théorie qui alimente directement la pratique. Voilà pour les vagues de création. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille, je me suis énormément inspiré du bouquin de Marine Blanchard sur les écoles supérieures de commerce, qui est une des spécialistes de l'histoire l'histoire des écoles de commerce en France. Donc c'est un classique Garnier. Regardez le journal de notre ami Siegfried, parce que c'est intéressant de voir ce qui était dans sa tête à la création et à la fondation de ces écoles.
On aura une autre séance le mardi 9 novembre à 12h30, donc sur un modèle brown bag, donc où chacun peut venir et déjeuner en s'écoutant et en parlant. Et on fera un saut jusqu'aux années 1960 pour voir à quel moment la gestion rentre à la fac. C'est une photo de l'université Paris-Dauphine au moment où elle est convertie de siège de l'OTAN en université. Et c'est cette période-là qu'on examinera la prochaine fois